Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 23 février. Il est arrivé hier en Guadeloupe, le numéro 1 français en tennis, Jo-Wilfried Tsonga, est le premier membre de l'équipe de France à fouler notre sol. En fin de matinée, il s'est rendu au Vélodrome de Gourdeliane pour une première séance de décrassage. La caméra d'Alizé était bien sûr présente. Plusieurs objectifs, faire oublier Rio et se mettre dans le bain de la Coupe Davis, mais aussi retrouver ses automatismes, s'acclimater aux nouvelles conditions et à la terre battue. La terre qui pourrait d'ailleurs être modifiée selon l'avis des joueurs. Des images exclusives signées Éric Pommier, Jo-Wilfried Tsonga, qui a par ailleurs comme consigne de ne pas répondre à la presse tant que la conférence officielle n'a pas eu lieu. Un tout autre sujet maintenant, la justice. Il a comparu ce matin devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. En novembre dernier, Marvin, un jeune lycéen de Morne-à-l'Eau, avait répondu à son professeur lors d'un débat organisé en classe après les attentats de Paris. Il avait alors déclaré qu'il était pour le djihad. Ce matin, un comité de soutien s'est retrouvé devant l'annexe du TGI de Pointe-à-Pitre. Était notamment présent le journal Rebelle, mais aussi des représentants du LKP ou encore de l'UGTG comme Élie Domota ou Gabi Clavier. Marvin, défendu par deux avocats, maître Patrice Tacita et maître Harry Nirelep. La procédure a été bloquée car une question se pose. Marvin a déjà été poursuivi et sanctionné au plan disciplinaire. C'est donc une question de constitutionnalité qui bloque cette procédure. Je vous propose d'écouter l'un de ces avocats, maître Patrice Tacita. Il est interrogé par Muriel Barlagne. Alors aujourd'hui, nous avons déposé une question prioritaire de constitutionnalité pour qu'on puisse apprécier l'ensemble de la procédure, non pas en tant que telle, mais à l'aune des grands principes qui régissent le fonctionnement des institutions, notamment la Constitution. Est-ce que dans cette procédure, on a respecté le principe d'égalité, le principe de liberté, d'expression notamment, et en fonction de ce que dira la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, on verra si oui ou non Marvin est reconvoqué pour être mis en examen. Nous le disons clairement. La stratégie qui a été employée par les avocats de la défense et dont on voulait maintenant le contenu, puisqu'on ne vous l'avait pas dit avant, visait à faire en sorte de paralyser la procédure, qui est une procédure qui, pour nous, qui provient de comportements iniques de la part de ceux qui ont dénoncé Marvin, et qui est une procédure qui n'est pas justifiée, parce qu'elle va à l'encontre de grands principes, qui sont les principes qui fondent toute société. Dans une société, il y a un débat. On peut être d'accord, pas d'accord, il y a un débat. Il ne s'agit pas de dire que cet enfant-là a été pris les armes à la main parce qu'il mitraillait tout le monde dans son lycée, même si c'est ça qu'il dit, parce qu'il paraît que c'est un terroriste. Il semblerait que certains dirigeants de cet établissement aient dit que c'est un terroriste. Et qu'ils avaient même peur de venir enseigner à l'école, puisqu'ils craignaient qu'on pose une bombe sur leur voiture ou dans leur maison. Voilà, donc voilà le terroriste, voilà Daesh. Donc ce sont ces principes-là qui sont aujourd'hui en discussion. Ils font débattre sereinement, d'accord, mais ils font débattre fermement. Et parmi le comité de soutien du lycéen Marvin, des étudiants du journal Rebelle, on écoute Raphaël Cessé, il est au micro de Muriel Barlagne. On est là pour soutenir Marvin, le lycéen qui a subi un acharnement répressif depuis un débat concernant les attentats de novembre dans sa classe. Et nous sommes là pour soutenir ce lycéen et demander, on espère que le juge des enfants il va trouver la raison contrairement aux précédents professeurs, proviseurs, gendarmes qui se sont emballés dans cette procédure complètement injuste, puisque Marvin n'est pas un djihadiste, on le fait passer pour un djihadiste. Parce que dans un débat, il a osé dire qu'il était pour le djihadisme alors qu'il ne savait même pas ce que c'était le djihadisme. Et donc par rapport à ça, nous sommes là pour soutenir le jeune et défendre aussi la liberté d'expression parce que nous trouvons ça anormal que l'école organise des soi-disant débats mais qui au final servent à piéger des jeunes et à savoir connaître un peu ceux qui ne pensent pas comme tout le monde. Et donc du coup, on les prend comme ça et on les punit, c'est inadmissible.
Et je vous rappelle donc que dans cette affaire, pour l'instant, la procédure a été bloquée. Au chapitre social, le collectif des enseignants et des parents d'élèves du collège Félix Éboué de Petit-Bourg est toujours mobilisé. Il revendique, on le rappelle, le maintien des postes de professeurs, mais aussi l'annulation de la création d'une nouvelle classe de 6e. Pour l'instant, rien n'a été décidé de la suite à donner à ce mouvement entamé la semaine dernière. L'intersyndicale a rencontré ce matin le principal, l'intersyndicale qui doit de nouveau rencontrer le principal du collège Félix Éboué cet après-midi. Pour l'instant, donc, la grève continue. Politique à présent, retour sur cette première séance de travail hier entre le président du conseil régional Harry Chalus et la présidente du conseil départemental Josette Borel-Lincertin. Au programme, les problématiques communes aux deux collectivités comme le dossier de l'eau, les déchets ou encore le plan départemental d'insertion. Les détails avec Jacques Damprobe. Devant les caméras et les appareils photo, le baiser de la paix. La campagne à couteau tiré des régionales 2015 semble derrière les deux exécutifs. Josette Borel-Lincertin et Harry Chalus répètent à l'envie avoir déposé les armes. L'une et l'autre entendent mener côte à côte le combat pour la Guadeloupe. De nombreux fers sont au feu, mais s'il est un dossier sur lequel le département et la région sont attendus, c'est bien celui de l'eau. Josette Borel-Lincertin et Harry Chalus veulent éteindre un feu qui couve depuis longtemps. Nous avons pris la décision avec les communautés d'agglo d'aller d'abord de rencontrer Madame la présidente de la CSBT de façon à un peu écouter tous ceux qui ont eu à un moment donné des réticences pour pouvoir arriver à ce syndicat unique de l'eau. Et puis nous allons donc provoquer une réunion de façon à ce que nous puissions prendre nos responsabilités. Autre sujet prioritaire, le transport interurbain de personnes dont la compétence passera du département à la région au 1er janvier prochain. Avec l'ancien exécutif, nous avions prévu une commission mixte. Donc nous avons pris la décision de présider conjointement cette commission mixte, mais que les administratifs travaillent avec les élus de la commission, de nos commissions, puisqu'il y a la commission de transport en Guadeloupe, en région comme au département. Mais ceci, nous devons aussi privilégier et faire attention aux groupements de transporteurs qui existent et ne pas les fragiliser. Autant de dossiers brûlants pour les deux assemblées réunies, mis sous la table pour cette première séance de travail qui aura duré 2 heures. Mais le président de région a tenu à insister sur un casse-tête guadeloupéen. Il y a un autre dossier qu'elle n'a pas parlé, qu'elle a proposé aussi, intéressant, c'est surtout la sécurité en Guadeloupe. Et là aussi, nous allons avec les élus des collectivités, avec les élus maires de communes, mettre en place des actions pour pouvoir, redynamiser, revoir un peu nos familles, je dirais. Les premiers échanges entre les anciens amis du socle de gauche annoncent une entente cordiale. Au-delà de la communication du jour, il faudra se mettre au travail pour obtenir des résultats significatifs. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, direction ce midi la Bolivie et l'Argentine. Il sera également question du Jamaïcain Usain Bolt qui a dû s'initier au japonais. Vous verrez pourquoi dans notre Minute Caraïbe. Plusieurs grands médias boliviens ont annoncé la victoire du non à la sortie du référendum sur la possibilité que le président Evo Morales brigue un 4e mandat. Le pouvoir, quant à lui, a jugé prématurée cette annonce, informant qu'elle ne prenait pas en compte le vote des Boliviens résidant à l'étranger, ni le vote des régions rurales reculées, où le pouvoir bénéficie selon lui d'un large soutien. Le vice-président du pays, Alvaro Garcia, demande aux médias d'attendre les résultats officiels qui seront publiés par le tribunal suprême électoral, lequel s'est engagé à donner ses résultats dans quelques jours. Il invite également l'opposition à faire preuve de retenue. En effet, les opposants au président Morales ont organisé des fêtes dans plusieurs villes du pays, célébrant ce qu'ils appellent la victoire du peuple, qui ont refusé de voir la Bolivie transformée en un pays à parti unique. 6 500 000 Boliviens étaient appelés à voter dans un pays où le vote est obligatoire. Les électeurs devaient se prononcer sur une révision constitutionnelle permettant au président et au vice-président au pouvoir depuis 2006 et dont le mandat actuel expire en 2020 de briguer un 4e mandat de 5 ans.
Le juge new-yorkais Thomas Griesa a envoyé un signal très encourageant à Buenos Aires. Après une réunion intensive de 2 jours entre les représentants de l'Argentine et ses principaux créanciers, le juge Griesa a en effet indiqué qu'il était prêt à autoriser le gouvernement argentin à rembourser les créanciers ordinaires, alors que jusqu'ici l'Argentine devait d'abord rembourser intégralement ses fonds vautours. Le juge de New York, connu pour son intransigeance à l'égard de la présidente Cristina Kirchner, a admis que l'élection d'un nouveau gouvernement changeait tout et que l'Argentine démontrait désormais sa bonne foi et sa volonté de négocier. En levant le blocage sur les remboursements des créanciers ordinaires, le juge facilite le retour de l'Argentine sur les marchés financiers. Un événement auquel le pays se prépare activement et qui serait une très grande victoire pour le nouveau président Mauricio Macri. Au cours de sa carrière exceptionnelle de sportif, Usain Bolt a représenté certaines des plus grandes marques du monde, de Puma à Nissan. Aujourd'hui, Usain Bolt a dû s'initier au japonais pour répondre à la sollicitation de la compagnie aérienne japonaise ANA, All Nippon Airways. La superstar jamaïcaine est maintenant en vedette dans une nouvelle campagne de la compagnie aérienne qui sera le partenaire aérien officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est la célèbre danse à la Usain Bolt qui a plu à la compagnie de l'Empire du Soleil Levant, adepte de la star jamaïcaine. Retour en Guadeloupe et on va parler environnement avec la mise en service ce matin à Goyave de la nouvelle station d'épuration collective de Sainte-Claire. La première pierre avait été posée le 23 juin 2015. La station d'épuration a une capacité de 8560 équivalents habitants. Le reportage de Julien de Kuyper et de Quentin van der Stichelen. C'était un jour historique pour les habitants de Goyave ce mardi 23 février. La nouvelle station d'épuration de Sainte-Claire a vu le jour. Mais en pratique, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est l'objet d'une station d'épuration, encore une fois, donc dégrader la pollution contenue dans l'eau au travers, donc par le biais de bactéries épuratrices, donc d'organismes vivants qui vont dégrader, manger la pollution. Cette station d'épuration collecte l'ensemble des eaux usées de la commune de Goyave pour pouvoir la traiter. Un moment de grande fierté pour les organisateurs et responsables de ce projet, dont les travaux ont commencé en juin 2015. Aujourd'hui, c'est la mise en service de la station d'épuration des eaux usées dans la commune de Goyave. Donc c'est une usine qui accueille et qui traite les eaux souillées du territoire de Goyave, qui est membre de notre syndicat intercommunal, le SIAG. Et nous sommes vraiment très honorés d'avoir pu en peu de temps, avec de gros moyens financiers, une volonté humaine indéfectible, en moins de 12 mois, la construction de cette usine qui rejette désormais des eaux propres dans la petite rivière de Goyave. Et vous dites désormais, c'est parce que l'ancienne centrale d'épuration n'était plus conforme et il y avait de la pollution ? Historiquement, cette station d'épuration dysfonctionnait et j'ai voulu, avec les membres de notre conseil syndical au sein du SIAG, relever un défi qui mettait l'État français en difficulté et les Guadeloupéens aussi, puisque sur le territoire de Goyave, nous ne pouvions plus rejeter des eaux de mauvaise qualité. Désormais, c'est un outil neuf, moderne et capable justement d'être l'honneur de la Guadeloupe, de Goyave, mais aussi du SIAG. Effectivement, il n'avait pas menti, cette station n'a plus l'air très aux normes. Effectivement, l'ancienne station d'épuration devenait à saturation, c'est-à-dire qu'en termes de quantité de polluants ou en termes de débit, elle était très juste, donc d'où l'objet d'avoir construit cette saturation qui est plus grande. Donc on peut accueillir davantage de débit d'effluents suite à l'évolution de la population de Goyave. Les 7 400 000 € utilisés pour ce projet étaient donc un investissement nécessaire afin d'être aux normes européennes et de respecter l'environnement. Un tout autre sujet maintenant, on va parler de sport et notamment de l'avenir du handicap dans le sport guadeloupéen. C'était le thème d'une conférence organisée hier après-midi au Crêpes aux Abîmes. Plusieurs futurs éducateurs sportifs étaient venus s'informer sur les dispositifs mis en place pour faciliter la pratique sportive quotidienne des personnes en situation de handicap. Le reportage de Julien de Kuyper et de Quentin van der Stichelen. Donc pourquoi c'est important pour toi d'être ici cet après-midi ? Mais c'est déjà de rencontrer divers partenaires, notamment la région, le département, les communes, les associations, afin de savoir ce qu'ils ont déjà mis en place pour les personnes en situation de handicap. C'est hyper important de se retrouver ici
Parce que ça permettrait aux autres éducateurs de comprendre le milieu handisport et sport adapté et mieux aborder les personnes en situation de handicap pour pouvoir les emmener au sport. Comme eux, de nombreux stagiaires en voie de devenir éducateurs physiques étaient présents pour s'informer sur l'avenir du handicap dans le sport guadeloupéen. Il faut dire que la région a du retard à rattraper en la matière. Je crois que la société a effectivement oublié les personnes atteintes d'un certain nombre d'handicaps. Aujourd'hui, il s'agit de rattraper cette erreur et vous avez remarqué que tout au long de ce débat, effectivement, on a réfléchi et pensé et porté des réponses parce qu'on ne peut pas les laisser en marge de la société. Avant, il n'y avait rien. Avant 2008, rien n'était prévu pour accompagner les handicapés dans le sport. Depuis quelques années, grâce au CREPS notamment, les choses évoluent. Dans les années précédentes, c'est un public qu'on ne voyait pas beaucoup. Voilà. Et ça commence à s'organiser au niveau des associations, au niveau des ligues, au niveau des associations, et on commence à voir donc des handicapés dans les manifestations sportives. D'ailleurs, le CREPS participe au RIE et notamment en alliant une équipe de valides, une équipe de handicap. Les sports les plus représentés, on a l'athlétisme, voilà, on a la natation. Derrière cette conférence se cache donc la volonté de faire bouger les choses. Car rappelons-le, la Guadeloupe n'a pour l'instant aucun établissement qui prend en compte tous les handicaps, que ce soit moteur, visuel, auditif ou mental. Enfin, espérons que la vingtaine de candidats présents à cette conférence permettra aux handicapés de s'épanouir pleinement dans le sport et d'être les pionniers d'un mouvement qui a du mal à se mettre en marche. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi. Ce sera un ciel bien dégagé avec un beau soleil entre 26 et 29 degrés. C'est ce qu'affichera votre thermomètre cet après-midi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.